Bonjour, c'est Gaëlle pour Gaëlle le podcast. Alors aujourd'hui, on continue notre série Le Portrait. Nous sommes aujourd'hui chez Camille Beauty avec Diane. Bonjour Diane. Coucou Gaëlle. Alors merci de me recevoir chez Camille. Merci à toi. On est dans mon petit bureau à l'arrière, cosy, sympa. Bon, alors je t'explique un peu le concept. Donc, tu connais Gaëlle le podcast. Et maintenant, j'ai décidé de faire une version portrait. Donc, L'idée, c'est vraiment de parler, discuter avec des gens que je trouve inspirants, qui ont un parcours que je trouve inspirant aussi, ou innovant. Ça dépend un peu des secteurs, ça dépend un peu des ambitions de chacun. Et donc, je voulais faire une petite rétrospective avec toi, voir un peu quels sont tes débuts, ton parcours, un peu ton évolution et voir un peu ce qui t'anime dans la vie et ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Yes. Donc voilà, alors peut-être pour commencer, présente-toi un petit peu en quelques mots et puis ton parcours un peu. Eh bien, je m'appelle Diane Damukunda, j'ai 36 ans, je suis d'origine rwando-mauricienne et je suis make-up artiste. Oula! Aussi, make-up artiste, c'est pas mal. Make-up artiste et artistique directrice aussi. Donc, je passe le plus clair de mon temps à maquiller les gens et à réaliser des images filmées ou des vidéos ou des photos pour les artistes, pour les personnes qui ont envie de se mettre en valeur, d'avoir des clichés qu'ils aiment, ou pour des projets un peu plus professionnels, etc. Et comment tu as débuté quelles études tu as fait, par exemple Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais de faire depuis ton enfance ou bien est-ce que c'est venu un peu... C'est assez drôle parce qu'au plus je discute de mon parcours, au plus je me rends compte qu'effectivement, il y avait déjà des petits signes de ce que j'allais devenir. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas toujours envisagé comme ça. Donc après mes études secondaires, j'ai entamé des études universitaires à Louvain-la-Neuve en communication, relations publiques. Donc je dirais parcours plus ou moins classique, avec des grandes ambitions, avec la volonté de faire un double bac en droit, enfin vraiment, comme je dis, de grandes ambitions qui se sont très vite arrêtées. Mais donc à la base, j'étais partie sur ça. J'avais envie, à ce moment-là en tout cas, d'avoir justement une carrière dans la com et aussi la volonté de faire des études qui n'allaient pas m'enfermer, je dirais, dans des choses trop... bureaucratique. Ouais. Donc je voulais faire des études, je voulais un travail sérieux avec tous les guillemets que ça comporte, mais en même temps où il y avait quand même un peu de créativité, etc. Ouais, et qui ouvre des portes finalement. Exactement, et qui permettent peut-être de sortir et switcher. Donc c'était le but. Et en fait, à la fin de mon parcours universitaire, j'avais plus de temps que prévu après quelques petits ligaments croisés de parcours scolaire. Du coup, j'ai fait des études de maquillage. Donc, j'ai servi de test pour Yann Wallen qui voulait à ce moment-là ouvrir une école. Donc, c'est un talent pluridisciplinaire qui était aussi make-up artiste à l'époque, qui avait fait la formation Make Up Forever. Et donc, il a voulu faire une formation qui ressemble très fort à Make Up Forever avec les améliorations que lui voulait apporter. Et donc, j'ai pris des cours pendant 1 an. De make-up à l'époque avec mon ex-associé et du coup l'aventure du make-up a commencé à ce moment-là. J'ai travaillé ensuite un petit peu chez MAC Cosmetics mais ça a été assez rapide. Je me suis vite retrouvée comme vendeuse, Donc finalement, tu n'exerçais pas le métier que tu avais choisi. Exactement. C'était pas encore un métier que j'avais choisi, mais en tout cas, j'avais envie de m'entraîner, j'avais envie de tester, etc. Et travailler chez MAC, c'était pas vraiment l'opportunité. Après, je le considère aussi comme une partie de ma formation, parce que je sortais des cours. Et donc, apprendre à manipuler des produits, des textures différentes, être confrontée à des clientes qui avaient des besoins différents, etc. C'était évidemment des carnations différentes. Exactement. C'était évidemment... Ça m'a apporté beaucoup aussi, mais en termes de technique, je dirais, je me suis pas beaucoup épanouie là-bas. Et donc, très vite, j'ai voulu me lancer comme freelance. C'était il y a plus de 10 ans, donc c'était aussi un moment où le make-up était en voie de devenir quelque chose de trendy, mais c'était pas encore... Oui, et de quotidien, j'ai envie de dire, parce que finalement, maintenant, tout le monde se maquille tout et n'importe quoi. Exactement, ce qui n'était pas vraiment le cas, tu vois, c'était encore un milieu, on va dire... je dirais pas un peu inconnu, un peu exactement. Inconnu, ouais. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé comme freelance donc sur plein de projets différents,
des clips, des trucs généralement très peu ou pas payés, mais vraiment plus pour me créer une expérience, rencontrer aussi des gens dans le milieu artistique, etc. et voir comment je pouvais me frayer un chemin. Et puis, très vite, je me suis aussi rendu compte qu'au-delà de l'aspect proprement make-up, il y avait aussi toute une question sociale qui m'intéressait, sociale/politique, qui était justement la question de la beauté. Et dans l'espace dans lequel on vit. Donc, qui décide de ce qui est beau? Qu'est-ce que ça a comme implication concrète sur le marché, sur la disponibilité des produits, etc. Et donc, j'ai fait un mémoire sur la disponibilité justement des produits cosmétiques pour les peaux noires et métissées. Et donc, c'est vraiment tout ça aussi qui m'intéressait. En devenant plus grande aussi, je me voyais fréquenter des endroits, par exemple des salons de coiffure, etc., où je me sentais pas vraiment à l'aise, soit des endroits où les codes ne me correspondaient pas vraiment, ou alors des endroits où je cherchais plus un meilleur service, etc. Mais du coup, j'étais assez mal reçue. J'ai commencé aussi à prendre l'expérience, enfin, oui, demander l'avis des gens autour de moi qui étaient un peu du même avis que moi, en tant que jeune femme noire qui a envie de se trouver dans des espaces glamour. Je trouvais que ça me manquait à Bruxelles. Et donc, avec, comme je dis, les codes qui nous appartiennent de notre génération. Et donc, je me suis dit, mais il nous manque ça aussi. Au-delà du fait que j'ai envie de maquiller, au-delà du fait que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans une meilleure représentation de nos beautés, à nous, les femmes non blanches, et dans le fait que j'avais envie de trouver des espaces à Bruxelles qui me donnaient ce petit goût d'ailleurs de glam, etc. Quand je faisais... C'est ça, quand je faisais le tri. Exactement. Quand je faisais un peu l'état des lieux, à Bruxelles, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, pourquoi pas simplement le créer moi-même. Et donc ça a été une longue route, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je savais pas trop comment, oui, c'est ça. Et puis même, qu'est-ce que je veux créer? Tout ça, oui, glamour, blablabla, oui, mais donc je vais vendre quel type de service? Qu'est-ce que je vais faire? Avec quelle marque je vais travailler, etc. Donc tout ça, ça a pris assez de temps. Mais en même temps, j'ai commencé à faire mon étude de marché sur le terrain. Donc j'ai ouvert un pop-up dans la Galerie Louise où j'ai reçu des clientes et j'avais une liste incalculable de formules. Tu pouvais venir soit tester des rouges à lèvres, tu pouvais venir juste pour les yeux, pour le teint, les deux. Et c'était aussi un endroit sans rendez-vous. Donc j'étais là toute la journée et les gens passaient. Et donc le plus clair du temps, ils étaient là juste pour poser des questions plutôt que vraiment booker un service. Mais ça a commencé. Les gens commençaient à se prendre au jeu, à se faire maquiller avant de sortir, etc. Et donc ça aussi, ça m'a permis de vraiment déterminer ce qui fonctionnait pour les clientes comme pour moi. Donc je me suis aussi très vite rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent est-ce que tu fais juste les yeux? Non, parce qu'en fait, ça dessert mon travail, ça ne reflète pas ce que je fais et parce tout que ça. si quelqu'un fait son teint lui-même et que tu trouves que le teint ne matche pas avec ta signature, exactement. Tu vas pas faire les yeux. Et donc tout ça, ça m'a permis d'établir vraiment ma liste de services, de voir ce que j'avais envie de faire et ce que les gens attendaient aussi. Et donc, en gros, j'ai fait une espèce de grosse étude de marché réelle sur 3-4 mois en louant ce pop-up. Et puis, à la suite de ça, j'ai loué la chaise dans un institut. À l'époque, c'était le Bébé Beauty Bar et c'est un institut qui faisait les ongles. Et qui était aussi ouvert sans rendez-vous. Donc, était tout le temps ouvert. Voilà, toute la journée, quoi. Et donc, moi, je louais la chaise là-bas et les clientes venaient se faire maquiller. Là, jusqu'à ce que je mette assez d'argent de côté, que je peaufine et finalise mon business plan, mon plan financier, etc. et que je puisse enfin ouvrir Tamim ici, où on se trouve aujourd'hui. Ok. Et c'est une belle histoire parce que finalement, tu as atteint déjà un premier objectif. C'est ça. Alors maintenant, ma question c'est quel type de défi tu as rencontré? Parce que finalement, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas un monde facile ni évident. C'est hyper difficile. Et en plus, tu proposes un service qui finalement n'existait pas vraiment encore en tant que tel, en tout cas, non. Ici à Bruxelles. Donc, est-ce qu'il y a des choses ou des événements qui ont changé ta perspective? Qui ont peut-être appuyé le fait de vraiment te lancer et que tu dis ça en valait la peine c'est ça. Ou je l'aurais fait différemment c'est ça. Évidemment en termes de défis il y en a eu énormément. Je dirais que les principaux et ceux qui ont été les premiers, ça a été d'ordre vraiment financier et d'ordre pratique, donc je savais pas trop par où commencer, à qui m'adresser pour connaître les étapes en fait justement d'ouvrir un business qui comme tu dis n'existe pas vraiment. Donc tous les organismes que j'étais allée voir ou les séances d'information, etc. C'était souvent des choses qui étaient pas assez proches de ce que moi je voulais faire.
Et donc, du coup, aussi avec des mentors ou des personnes, des conseillers qui avaient tendance aussi à me sortir de ce que je voulais faire. Oh, mais il faut ouvrir un salon d'esthétique, il faut aussi faire les cheveux, il faut aussi faire ci, il faut aussi faire ça. Non, je veux pas faire ça. Financièrement, effectivement, trouver une banque qui te suive sur quelque chose qui n'existe pas, donc sur lequel ils n'ont pas de base pour s'appuyer. Ils n'ont pas de base de comparaison. Voilà, de comparaison. Et puis, comme toujours, les gens vont très vite te dire, bah, ça n'existe pas, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, puis j'étais relativement jeune. Le monde du make-up, c'est un monde aussi qu'on associe assez facilement à la, comment on dit, au fait d'être à la futilité, aux choses. Voilà, et donc coller les deux mots make-up business, c'est un peu, en tout cas en Belgique. En tout cas, les gens n'étaient pas encore prêts à accueillir ce concept. Ouais. Donc trouver un financement, finalement, j'ai trouvé une banque qui a suivi, qui a décidé de me suivre, mais qui a aussi donc qui m'a pas accordé un prêt à la hauteur de ce que j'avais demandé, donc beaucoup moins que ce que j'avais demandé. Donc il y avait des conditions aussi, je suppose. Tout à fait. Donc et puis en plus moi j'avais pas vraiment travaillé avant, j'avais fait que des jobs étudiants, donc j'avais pas déjà pas beaucoup d'argent de côté, etc. De garantie plutôt, c'était ça le problème, de garantie. Donc voilà, tout ça, trouver les financements, trouver des personnes qui te font confiance, ça a été assez challengeant. Et d'ailleurs, c'était assez drôle, il y a quelques années, à la sortie du Covid, il y a une des banques, donc je pense que c'était Belfius, je pense, à laquelle j'avais demandé au tout début, qui avait donc pas accepté le dossier, qui m'a recontactée. Je sais pas s'ils ont retrouvé le nom de Tamim quelque part. Franchement, c'était assez étonnant. Et on me dit, voilà, on se souvient que on avait accueilli votre projet, etc. On s'est ravis de discuter avec vous. Donc, à mon avis, ils ont vu l'évolution. Voilà, ils ont dû voir l'évolution. Mais bon, c'est drôle. Il doit y avoir une raison que je connais pas. Peut-être. T'as jamais posé la question? Non, jamais posé la question, mais c'était une équipe. Ouais, et les deux banquiers, c'était un homme et une femme. Okay. Et je me dis, je sais pas, peut-être que la femme, en fait, au fond, elle avait kiffé et que se dit maintenant, peut-être que je peux. On peut. Peut-être qu'elle avait plus de marge de manœuvre. Exactement. Et qu'elle s'est dit. C'est ça. Jamais trop été cherchée. Mais donc, tout ça pour dire que ça a été un des défis principaux. Après. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Oui, quand j'ai ouvert le pop-up, je m'étais inscrite comme indépendante à un guichet d'école. Comment? Dans un guichet d'entreprise. Un guichet d'entreprise. Et je n'avais aucune idée de ce que ça impliquait, toutes les responsabilités qui allaient avec. Donc, je me suis très vite désinscrite parce que je me suis retrouvée avec les cotisations, les trucs. Où est votre fichier de client, enfin votre relevé de client, etc. J'en sais rien. Enfin, donc, vraiment, je me suis jetée sans voilà. Mais tu n'avais pas suivi, justement, comme tu disais, des formations sur l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas tout cet accompagnement. Non, c'est après que je l'ai fait, du coup. D'accord. Donc, après m'être cassé les dents, je me suis dit, bon, attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. Et je pense que ça aussi, c'est assez le fil conducteur de tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est que je suis vraiment toujours à cheval entre la vie d'artiste et donc mes désirs en tant qu'artiste. Et donc, je vais faire ça, etc. Et après, la casquette d'entrepreneur, où en fait, c'est des réalités vraiment très, très différentes. Et donc, généralement, dans le monde, je sais pas, de la musique ou d'autres, c'est assez clair que l'artiste est l'artiste et généralement très vite il essaye dans la mesure du possible de se faire accompagner par des personnes qui elles vont réfléchir sur plutôt la stratégie, etc. Et donc dans mon cas j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce sont que en fait j'ai toujours oscillé entre les deux et donc ça m'a fait faire des mauvais choix comme celui-là par exemple. Enfin c'est pas des mauvais choix mais me tomber pour devoir à chaque fois comprendre pourquoi je suis tombée. En fait ça c'est pas réajuster finalement ton parcours. Exactement. Ouais. Et donc là, c'est là que j'ai suivi des formations, etc. Et donc où j'ai eu plus d'informations. Ça m'a pas empêché de faire des bêtises, mais en tout cas, c'était déjà un peu plus clair et un peu plus logique dans ma tête. Un peu plus structuré, on va dire. Voilà, et c'est clair que dans les événements, au-delà de mon parcours professionnel, dans ma vie personnelle aussi, j'ai eu un gros accident de voiture en 2016 qui m'a aussi poussée à aller au bout de ce que je voulais faire, où je me suis dit, en fait, il est hors de question que, entre guillemets, demain tout s'arrête et que je sois dans un truc que j'aime pas ou qui m'ennuie, ou qu'en tout cas, j'ai pas eu le courage d'aller au bout de mes idées. Parce que, évidemment, along the way, les doutes, les moments où c'est difficile, où tu te dis, n'importe quoi, on arrête. Et puis, tu as l'impression de mettre beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Tellement peu de résultats. Et donc, il y avait des moments de frustration, des moments aussi où je perdais espoir et je me disais que je m'étais certainement trompée de chemin. Et donc, c'est clair que cet événement-là, il a aussi forgé d'autant plus mon caractère et l'envie d'aller au bout de ce que j'avais commencé en me disant, voilà, on verra ce qui va se passer, mais je voudrais pas vivre avec le regret
ou partir sans avoir été au bout de mon idée, quoi. Ok. Et maintenant, voilà, donc tu as fait Tamim Beauty, donc tu as créé ton salon d'esthétique. Yes. Maintenant, je vois que tu as fait un petit switch plus dans la DA, j'ai envie de dire. Et finalement, je me dis que tes études de communication servent parce que finalement, Bien sûr. Le make-up, c'est aussi une forme de communication. Tout à fait. Voilà, donc maintenant, comment tu as fait pour te renouveler et pour finalement progresser dans ton parcours? Mais je dirais déjà que avant même ça, la communication m'a aidée parce que, comme tu le sais, dans l'entrepreneuriat, au début, tu dois vraiment tout faire tout seul. Et donc, communiquer sur ton projet, le pitcher, faire des relations publiques, aller aux événements. Moi, j'ai franchement, pendant... Alors, le mot même, et j'ai I get PTSD, tu vois, ça m'angoisse d'en parler, mais j'ai fait énormément de ça. Oh my god, j'ai fait énormément d'événements, même où on m'attendait pas, même où j'avais rien à voir. Mais aller à la rencontre des gens, parler de ce que je fais, etc. Et donc, et aussi, c'était... Là, j'ai toujours eu du mal à me vendre, donc moi personnellement. Et donc, le fait d'avoir créé une entité, d'avoir créé Tamim aussi, ça m'a beaucoup aidé à justement vendre Tamim, les services Tamim, sans devoir dire je suis, je fais, etc. Que je trouve vraiment angoissant. Comme tout. Donc, par exemple, les gens qui savent faire ça, je les admire de fou parce que ça reste vraiment un de mes... du point d'amélioration. Après, pour parler positivement. Tu es quand même le visage de Tamim et les gens connaissent ton visage. Donc. Oui, c'est ça. Voilà. Mais toujours, tu vois, j'avais quand même besoin que ce soit une entité séparée. Et donc, oui, je me mets en scène de temps en temps, mais j'ai besoin de pouvoir ne pas le faire aussi. Okay. Et tu vois, pouvoir te cacher derrière l'enseigne. Exactement, derrière l'enseigne, derrière mes modèles, derrière, tu vois, j'en ai vraiment besoin. Et donc, oui, avoir fait des études de com et de RP, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et puis, je suis arrivée vers la direction artistique en étant vraiment à la tête de toutes mes images. Tu vois, par exemple, c'était très à la mode quand moi j'ai commencé, c'est prendre des images stock et faire tous les salons de coiffure ou les salons de tout ce que tu veux utilisent des images disponibles sur Internet qu'elles achètent. Hein. Ou pas, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, à la base, il faut les acheter. Libres de droit, quand même. C'est ça. Et donc, tu vois, moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire mes visuels, à ce que ce soit l'interprétation de mon travail, de ma vision, exactement. Et de proposer aussi des visuels qui soient assez différents, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, donc mon premier site internet, par exemple, je voulais pas que ce soit une photo ou des photos de filles super bien maquillées. J'ai fait un truc où les filles marchaient sur la plage, presque pas maquillées d'ailleurs, ou avec juste un peu de paillettes, mais tu vois, qui donnait un truc un peu féerique, un peu woman empowerment, un peu naturel et tout. Donc, j'ai toujours mis beaucoup de cœur à faire mes visuels. Et donc, c'est quelque chose que j'ai adoré faire pour moi. Puis j'ai commencé à avoir des gens qui me demandaient de les aider tout simplement. Oh, tu pourrais m'aider pour ci, m'aider pour ça. Et en fait, quand t'es make-up artist, t'es très très detail oriented. Donc t'es vraiment genre hyper dans le détail. Et c'est hyper pratique du coup parce que tu sais facilement dézoomer là où beaucoup de gens voient le gros et c'est plus difficile pour eux de voir exactement ce qui fonctionne pas, tu vois. Moi, nous les make-up artistes, on travaille vraiment dans l'autre sens. Et donc ça m'a permis aussi de créer des visuels pour d'autres, des visuels qui soient différents. Parce que aussi... qui soit adapté à la personnalité de la personne. Tu vois, et donc, ou du projet, ou ce que j'en comprends, ce que la personne attend, et donc de pouvoir créer des choses différentes. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose. Tu vois, si j'avais fait que des photos pour des make-up artistes, de make-up et tout, voilà, t'aurais pas pu voir ce skills que t'avais en exactement, plus, mais quand j'ai commencé à faire pour des salons de coiffure, pour des indépendants, pour autre chose, pour des... Comment aussi, j'ai réalisé un spot. Pour des artistes aussi. Pour des artistes, exactement, qui ont évidemment une vision, chacun complètement différent. J'ai fait un spot publicitaire aussi pour une ASBL. Donc vraiment dans plein de trucs qui luttent, pas juste dire une ASBL, mais qui luttent contre les discriminations, etc. Donc vraiment dans des secteurs complètement différents. Je me suis dit, j'ai vraiment développé une skill en plus et je sais faire les choses. J'ai développé une espèce de méthodologie un peu naturellement. Et donc, pourquoi pas la proposer aussi comme un service à part entière, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire ça de plus en plus, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà. C'était la question. Oui, non, c'était la question, effectivement. Oui. Et finalement, dans ces différentes choses que tu fais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, que tu te dis, moi, je pensais pas que je pouvais arriver à ce niveau-là, que je pouvais pousser le curseur plus loin, oui, c'est sûr. Et que finalement
est-ce que tu n'as pas l'impression que tu deviens un peu plus connu pour ce talent-là que finalement ok, que le truc de base. Oui, voilà. Ça, pas tellement. Par contre, effectivement, je suis arrivée j'ai eu la chance de participer à des événements make-up et d'entrer dans certaines sphères et certains trucs auxquels effectivement, je ne rêvais pas. Je ne rêvais même pas. Parce que pour moi, c'est une autre réalité, c'est autre chose et voilà. Mais le fait, je sais pas, d'assister Pat McGrath, par exemple, etc., c'est des trucs auxquels je ne pensais même pas. Je dirais même pas que c'était un goal parce que comme je dis, c'était pas dans ma sphère de oui, parce que en tout cas, moi, quand je t'écoute à travers les années, j'ai vraiment l'impression que tu avais créé le service pour monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment ça. Et pour finalement apporter une solution à un problème que tu avais détecté. En fait. C'est ça, tout à fait. Et c'est effectivement, et c'est la raison pour laquelle, malgré que je fais d'autres choses, que je travaille dans la mode maintenant, etc., je continue à avoir le studio et je continue à recevoir mes clientes ici parce que ça reste ce que j'aime faire, ça reste une partie de ce que j'aime faire. Voilà, avoir le changement d'attitude et d'assurance des personnes qui entrent ici quand elles sortent, c'est vraiment c'est super gratifiant. Tu vois, quelqu'un qui est un peu timide ou qui se sent pas ouf et tout, et après même avant d'être à la fin, tu sens que la personne se détend, elle se sent mieux, elle se sent bien. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai toujours pensé, moi, de la confiance en soi, c'est que pour moi, c'est pas un état. Ce sont des moments, ce sont des impulsions dont tu as besoin, qui peuvent être aussi amenées par d'autres personnes. Tu vois, on parle beaucoup de la self-esteem qui vient que de soi, etc. Bah, je sais pas, non. Avoir un entourage qui te fait du bien, qui te fait sentir... ça aide, tu vois. Non, c'est vrai que ça aide. Après, ça a son importance. C'est pas... Oui, je suis d'accord. C'est pas le plus important, mais ça a son importance. Ça a son importance. Et donc, voilà, proposer un service, un espace, un safe space... Ouais. Space. Non, un safe space ou un espace safe, ou je sais pas. Anyways, on s'est compris. On s'est compris. Où les femmes peuvent venir aussi vulnérables que sans être maquillées ou dans un état émotionnel quelconque, tu vois, et les aider à ce moment-là à se sentir mieux, ben, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et auquel, comme je dis, je crois que c'est important pour chacun d'avoir ces moments-là qui passent par plein d'autres choses et pas exclusivement pour le make-up, évidemment. Mais moi, ça m'a aidée quand justement j'avais des moments down ou même mes amis avaient des moments down, c'est ce que je leur proposais comme solution. Mais viens, je te maquille, je fais tes ongles, on discute pendant ce temps, on ira boire un verre après. Et c'est vraiment ça que j'essaie d'amener aux gens, c'est cette impulsion-là. Qui, comme j'ai dit, qui m'ont aidée quand moi, j'étais pas bien et quand je me sentais trop grosse, trop ci, trop ça, et qu'on me proposait que des solutions hyper long terme. Il faut faire un régime, il faut mettre un appareil dentaire pendant 1 an et demi, il faut... Oui, mais bon, et là, maintenant, et là, je fais quoi? Je fais quoi? Donc... Après, pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que quand on arrive ici, même si on est stressé, tu as la capacité de nous faire souffler, ça me touche beaucoup. Et puis nous remettre dans un état un peu plus serein. Et puis après, quand on se voit au miroir... Ouais, voilà. Après, là, c'est parti, tu vois. Et franchement, j'aimerais des fois pouvoir enregistrer, tu vois. Après, c'est pas le but parce que c'est important que chacun vive le truc pour lui. Mais des fois, j'aimerais... Parce que c'est difficile à expliquer, tu vois. Ce qui se passe ici quand quelqu'un vient... Pas toujours, hein, il y a des gens qui sont assez habitués, qui sont tranquilles, mais il y a énormément de fois où je sens vraiment le changement qui arrive et ça me fait très, très, très parce que plaisir. Finalement, quand tu décides d'être sublimé, finalement, c'est pour te sentir mieux. Exactement. C'est pour te sentir mieux. Ou te préparer à quelque chose. Exactement. Tu vois, les gens viennent parce qu'ils sont un peu stressés. Moi, j'ai eu des personnes aussi avant, même des entretiens d'embauche, tu vois. Donc, évidemment, on va pas faire un full glam, etc. Mais c'est le petit boost de confiance en elle dont elle avait besoin pour se sentir prête, etc. Et comme je dis, c'est une méthode que j'utilise moi-même. Au moins bien je me sens, au plus je suis maquillée. Tu vois, j'ai besoin de... Tu portes peu de maquillage, on sait que ça va bien. C'est que tout roule. D'ailleurs, c'est un truc auquel j'aspire, tu vois. Par exemple, personnellement, déjà, je peux très bien sortir sans maquillage, c'est pas un problème. À part quand c'est un moment de représentation. Mais je veux dire, dans ma vie de tous les jours et tout, c'est pas du tout un problème. Mais, par exemple, je suis en train d'aller beaucoup plus sur des routines de soins, par exemple, naturelles, etc., tu vois. Et donc, j'essaye d'habituer ma peau aussi à des produits. Et est-ce que c'est un service que tu as l'intention de proposer aussi au sein du salon Ouais, en fait, avec le temps, je suis en train de vraiment peaufiner mon service make-up
en prenant de plus en plus de temps à la préparation de la peau. Donc vraiment, c'est un truc qui est vraiment en train de changer dans ma formule. C'est que, bien sûr, j'ai toujours préparé un petit peu, mis un primer et tout. Donc les soins prennent de plus en plus de place dans dans ma préparation de peau avant un make-up et tout. Et donc oui, je suis en train de travailler à ça. Je pense que déjà, j'ai ajouté une petite formule qui pour l'instant est disponible pendant les fêtes, mais je vais voir si on prolonge, justement d'un massage du visage. Donc dans l'idée de décongestionner, etc., le visage, de refaire circuler le sang, etc., convenablement avant l'application du make-up. Et donc pourquoi pas pousser et faire carrément des soins complets avant le maquillage. C'est une idée que j'aime beaucoup, ouais. Et qui, selon moi, va bien avec justement la vision que j'ai proposée jusqu'ici du make-up, qui est celui de sublimer, celui de faire des choses des looks qui nous ressemblent et pas nécessairement des copier-coller des autres, tu vois. Et donc, ça passe quand même beaucoup par s'écouter, se comprendre, savoir ce qu'on a envie de faire et se sentir bien. Ouais. Ok, top. Alors, on t'a vu ces derniers temps sur plusieurs projets. Donc, comment ça s'est passé? Quelles sont les choses que tu retiens de positif? Quels ont été les défis aussi? Parce que je suppose qu'arriver dans un milieu que tu connais un peu moins, avec des personnes avec qui tu as moins souvent le temps de travailler, comment ça se passe? Oui, donc je sais même pas... pour l'instant, il y a encore des choses que je suis en train de process parce que ça se passe généralement très vite. C'est très... Il y a beaucoup de stress, beaucoup de confusion et tout. Mais donc, effectivement, j'ai participé à des très chouettes projets avec des grands noms, des grandes marques, etc. Et je pense que ça s'est passé parce que j'ai vraiment fait en sorte d'être le plus souvent possible aux bons endroits, au bon moment. Et donc, d'aller toujours chercher les opportunités, pas attendre qu'elles arrivent. Être beaucoup dans ma vision du travail qui est celui du concret et pas uniquement miser sur les réseaux sociaux et sur la notoriété. Pour moi, ça a toujours été important de travailler, de montrer mes skills, d'être dans le concret, dans la vraie vie, quoi. Par ailleurs, j'ai été hackée pendant 2 ans. Oui, j'ai été hackée et j'ai pas eu de compte pendant 2 ans, donc de toute façon, si je comptais que là-dessus, ça aurait été compliqué. Donc ça a été quelque part un défi aussi, parce que... Totalement. Donc, pour pouvoir prouver le travail que tu faisais, tu n'avais plus de plateforme pour le montrer. Non, pas du tout. Plus de plateforme. Et je suis pas hyper... vu que j'avais Tamim, j'ai pas beaucoup suivi le chemin des make-up artistes qui travaillent, par exemple, pour des magazines ou des trucs comme ça, qui, eux, travaillent soit avec des portfolios, en faisant des covers ou des trucs, des projets, ils construisent leur base de données, d'images qu'ils envoient, etc. Moi, j'ai jamais fait ça parce que mes clients venaient ici et tout. Donc, c'est clair que c'était un assez grand défi. Mais j'ai toujours confiance en mes skills. Et donc, je me disais, bon, dans mon téléphone, j'ai des photos, j'ai des choses que j'ai stockées. Voilà, laissez-moi le temps de vous montrer. Voilà, c'est ça. J'ai toujours misé là-dessus. Et donc, oui, l'importance du travail, l'importance d'être ouvert aux différentes possibilités, de me bouger, littéralement, dans le sens physique du terme, d'aller, tu vois, d'envisager aussi les choses qui... Comment dire? Le fait que j'accorde de la valeur à ce que je fais ne m'empêche pas d'accorder de la valeur à ce que les autres font. Et du coup, je suis toujours dans une démarche où, oui, je connais ma valeur, la valeur de mon travail, mais je ne dénigre pas et je ne pars pas du principe que ce que les autres ont à offrir va être nul ou pas. Donc, je suis toujours ouverte. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que souvent, quand on parle de know your worth, etc., je crois que souvent, ça va de pair avec un côté un peu imbu de soi, avec un petit manque d'humilité, etc. Et alors en fait, tu peux plutôt dire, voilà ce que moi, je peux proposer pour améliorer ce que tu es déjà en train de faire. Exactement. Voilà. Mais du coup, ce que toi, tu fais, c'est pas de la merde, ou ça a une marge d'évolution à laquelle moi, j'aimerais participer et tout. Et c'est vraiment cette attitude-là, ce mindset-là qui m'a permis d'entrer, comme je dis, dans des espaces, etc., où j'étais pas nécessairement attendue, où c'était pas nécessairement facile, parce qu'en venant de Bruxelles, par exemple, et tout, les opportunités sont assez limitées. Donc, j'ai été les chercher en France, j'ai été les chercher ailleurs, mais avec cette ouverture-là, tu vois. Et donc, en me disant, je sais pas ce que cette personne va devenir,
aujourd'hui, peut-être que ça envoie pas toutes les strass et les paillettes. Mais moi, je vois que je peux lui apporter voilà, c'est ça. Et que ça a de la valeur aussi, et qu'ensemble, on peut créer quelque chose et tout. Et donc, voilà, grâce à ça, j'ai rencontré plein de gens, j'ai été connectée à d'autres personnes, avoir ce mindset, se montrer toujours aussi respectueux, entre guillemets, tu sais jamais vraiment qui t'as en face de toi. Est-ce que cette personne peut devenir ou peut t'ouvrir comme porte. Et donc, donc voilà, c'est deux notions qui vont très fort de pair pour moi, que j'ai toujours exercé. Et donc voilà, grâce à ça, j'ai décroché plein de contrats super enrichissants. Plutôt dans le sens de l'expérience que vraiment financier. Parce que malheureusement, c'est une réalité dans le monde artistique. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et donc parfois, tu peux faire des choses qui ont une grande renommée, enfin avec des personnes qui ont une belle exposition, mais qui n'est pas nécessairement là où tu vas gagner le plus d'argent. Ouais. Mais ça fait partie du game. Oui, et puis après, ça donne une carte de visite pour atteindre d'autres objectifs. Ouais, c'est ça. Et quelles sont tes ambitions futures? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec nous? Oui, je vais tracer décevantes, je pense. Mais... donc, je partage volontiers. Mais mes ambitions, c'est de trouver un meilleur équilibre. Donc, voilà, en ayant la possibilité de travailler maintenant dans la mode et auprès de certains artistes, etc., ça m'a poussée à beaucoup bouger. Je sais pas en tournée. Du coup, je présente ma maquilleuse de tournée qui s'appelle Didi. Hello! Qu'est-ce qu'on fait comme make-up? Un make-up naturel. Chacun sa définition du naturel. Surtout que naturel sur les peaux noires, c'est totalement différent du... Exactement. Voilà, avoir moins de temps pour le studio. Et donc, pour l'année prochaine et les années à venir, j'aspire à un meilleur équilibre entre tout ça. Aussi, éventuellement, aller un peu plus loin. Donc là, géographiquement. Donc là, je fais beaucoup Paris, en Europe, mais j'aimerais bien peut-être voir ce qui se passe aux États-Unis, voir ce qui se passe plus en Afrique aussi, d'ailleurs. En Afrique de l'Ouest, plutôt. Et en fait, j'aimerais aussi être, comme je dis, un peu plus... développer aussi les autres aspects de ma vie, parce que j'ai beaucoup... tu as beaucoup investi dans ta carrière. J'ai été très concentrée par rapport au travail et tout. Et donc là, je suis à un moment de ma vie où j'ai envie aussi de prendre soin de ma santé. J'ai envie d'explorer aussi, parce que j'ai eu une conversation une fois avec une amie il n'y a pas si longtemps, qui me demandait quels étaient mes hobbies. Et idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais non, tu vas les découvrir. Voilà, j'ai envie de les découvrir. J'ai envie de vivre de manière un peu moins sur le fil, un peu moins tendue. Et donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, on est toujours disponible à t'écouter quand tu auras de nouvelles étapes dans ta vie. Yes. Alors moi, j'ai une autre question. J'aimerais savoir... Si tu devais donner un conseil à la Diane quand elle avait 10 ans, quel type de conseil tu lui donnerais pour entamer dans la vie et puis pour finalement atteindre ses objectifs quel conseil t'aurais aimé recevoir à l'âge de 10 ans? Quand j'étais enfant, j'aurais aimé peut-être savoir qu'on me dise que parfois, il faut pas trop... que tout doit pas toujours faire sens tout de suite. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très... Si c'est pas logique dans ma tête, là, à l'instant, ça passe pas. Et donc, des fois, j'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour faire un truc auquel je réfléchis ou que j'ai pensé avant, tu vois. Et c'est du temps que j'ai l'impression aujourd'hui que je perds parfois. Et donc, j'aurais aimé savoir que des fois, c'est normal que la vie soit un peu confuse, que ça aille un peu dans tous les sens, que ça veut pas dire que c'est la catastrophe et qu'en fait, il faut pas du coup tout jeter à la poubelle. Il faut essayer de naviguer dans... Ce que tu veux dire, c'est croire au process. Voilà, donc, exactement. Exactement, croire au process. Voilà. Tout à fait. Parce que finalement, c'est ce que j'ai fait, mais avec tellement de tortures finalement psychologiques, etc., que ça m'a mis beaucoup de temps pour le comprendre.
et que je me suis, à certains moments, j'ai ressenti plus le fait d'être comme si je savais pas trop ce que je faisais, alors que quand je prends le recul et que je regarde, en fait, si c'était une suite, tu vois. Donc tout est juste, en fait. Tout est juste. Voilà, et c'est juste que tu voyais pas le chemin, exactement. mais t'avançais dans le bon sens. Mais j'avançais dans le bon sens. Okay. Ouais, je pense que ça serait ça. Ok. Bon, c'est assez sage. Toi, ça serait quoi? Moi à ta petite, toi. Ben d'être plus... de faire plus confiance à mon intuition. Voilà. Ouais. Parce que souvent, récemment, j'ai été voir un TEDx avec Sally, justement. Ah, t'es allée? Ouais, j'avais été, c'était très intéressant. Ouais, j'imagine. Elle a dit, en fait, qu'il faut arrêter d'être esclave de l'opinion des autres. Parce que, tu vois, parfois, tu as l'impression que tu vas pas dans le bon sens, mais parce qu'on te dit, mais non, c'est le bon chemin, tu le fais. Alors qu'en fait, toi, au fond de toi, tu sais que c'est pas ça. Et alors, tu te fais pas confiance parce que autour de toi, tout le monde te dit, mais non, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Et en fait, je me dis, bah moi, j'ai remarqué que quand je suis mon intuition, tout se passe comme sur des roulettes. Et je me dis, ben, il faudrait que je me fasse plus confiance et que je fasse plus confiance à moi. Ça, c'est grave intéressant. Et c'est vrai que c'est en fait très dur aussi, je trouve, parce que c'est aussi comprendre ce que c'est l'intuition. Qu'est-ce qui relève de l'intuition? Qu'est-ce qui relève de ce qui t'a été culturellement, ta famille, etc. Et donc, à quel moment ce que je ressens, ce que je pense est vraiment connecté à ce que je ressens, ou, comme tu dis, c'est la pression des autres, la pression que tu te mets à toi-même, tu vois. On est aussi des êtres... Les femmes, je pense qu'on se met aussi énormément de pression. On est parfois très dur avec nous. On est hyper dur avec nous. Et ça aussi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, sur lequel j'aime bien avoir des conversations avec mes clientes et tout, parce que, oui, on a tendance à se mettre beaucoup de pression, à être très dur avec soi. Et par exemple, justement, quand elles viennent se faire maquiller et qu'on discute pendant 1 heure de leurs défauts et tout, j'aime bien qu'à un moment donné, on puisse aussi parler de ce qu'elles aiment chez elles, tu vois. Oui, ok, on a entendu tout ça, on va faire, mais qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi quel est le trait que t'adores chez toi ou que t'as envie qu'on mette en valeur? Et donc, essayer de déconstruire un peu ça et te dire qu'est-ce qu'on met en valeur plutôt que qu'est-ce qu'on cache, etc. Tu vois. Parce qu'au final, c'est ce que les gens voient. Les gens voient là où toi tu mets de l'importance ou là où toi tu mets de l'accent. Et donc... Finalement, c'est comme ça que tu as envie que les autres te voient. Te voient, exactement. Et des fois, ça sort pas. Hein. On peut passer des heures à essayer que la personne puisse dire j'aime mes yeux, tu vois. C'est hyper dur pour certaines. Mais on n'a pas pris l'habitude de ça. Non, on va mettre en avant les choses qu'on aime. Exactement. Et rien que pouvoir les verbaliser, rien que pouvoir le dire, et d'autant plus à quelqu'un d'autre, tu vois, peut-être que secrètement tu te dis j'ai quand même des yeux. Mais dire t'as peur que ça passe pour de l'arrogance. C'est surtout ça. C'est ça. Ouais. Et ce concept-là aussi, c'est aussi très féminin. Donc, c'est aussi très difficile humain, pour en nous. fait, je pense. Parce qu'il y a certains hommes aussi qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils se disent ça va passer pour de l'arrogance. Oui, mais je pense que c'est encore plus les femmes. Parce que nous, ce qu'on nous apprend, c'est justement d'être focus vers les autres, etc., etc. Et donc, dès que tu parles de toi, dès que tu veux mettre certaines choses en avant par rapport à toi... Tu égocentré. Exactement. Et même dans le domaine professionnel, par exemple, tu vois, les mecs, ou même les enfants, hein. Ouais, j'ai fait ça, maman, regarde, et tout, nanana. Nous, c'est pas... le fait d'être fier de soi comme ça et de verbaliser des choses sur soi, aussi positives, c'est souvent perçu comme ah ouais mais elle se la pète, ah oui mais machin. Voilà. Alors donc, en fait on est notre premier spectateur, donc on bien sûr, et comme je sais plus qui disait, il faut qu'on se traite comme on traiterait notre meilleur ami ou une personne qu'on aime. Et en fait tu dirais pas ce genre de choses, tu lui dirais mais si vas-y dis que t'es la meilleure et tout, y a pas de... voilà, faut qu'on commence par soi. Non, c'est vrai, faut qu'on apprenne à le faire. Il y a d'autres choses dont tu aimerais parler ou que tu aimerais partager avec nous? Ou est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée mais que tu aurais aimé que je te pose? Non, je pense qu'on a fait un chouette... on a bien surfé sur ma vague. Donc ouais, c'est ça. Si, je voudrais peut-être juste te dire merci pour ton invitation et aussi merci pour le soutien que tu m'apportes depuis longtemps, que ce soit quand tu viens te faire maquiller ou même les autres épisodes du podcast qu'on a fait ensemble.
tes réactions, etc. Je te remercie beaucoup. Je sens que voilà, tu es une des personnes qui me soutient et qui l'assume, qui le manifeste, tu vois. Donc ça me fait très plaisir. Je te remercie. C'est toujours un plaisir de partager avec toi, de te recevoir ici. Merci beaucoup, Diane. Et à très vite. À très bientôt. Bye. C'était Le Portrait by Gaëlle, le podcast. Merci d'avoir regardé cet épisode. Il est également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et bien d'autres encore. Alors, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de contenu.